Déclaration d'ouverture pour votre client, Isaiah Chance. Vous pouvez commencer. Bonjour à tous. Comme vous le savez, je m'appelle Justin Petritis et avec Christopher Bolt, Richard Watts et Brandy Smith, nous représentons Isaiah Chance. L'État a inculpé Isaiah Chance de meurtre avec préméditation au premier degré. C'est l'accusation la plus grave qui existe dans l'État de Floride. Cela pèse sur votre décision et dans ce que nous allons faire ici au cours des prochaines semaines. C'est pourquoi la Constitution impose le niveau de preuve le plus élevé du système juridique, au-delà de tout doute raisonnable, à chaque étape du processus. Isaïe n'a rien à prouver, je l'ai déjà mentionné, pas que vous ne le sachiez pas, vous le savez très bien. Non seulement parce que c'est un principe constitutionnel fondamental, mais aussi parce que je veux que vous évaluiez l'accusation non pas à travers Isaïe, mais à l'aune de ce que l'État peut prouver, et surtout de ce qu'il ne peut pas prouver. Je vous demande d'imposer à l'État la charge très lourde qui lui incombe, c'est-à-dire d'écarter tout doute raisonnable sur chaque fait et chaque élément nécessaire pour prouver les accusations portées contre M. Chance. C'est leur charge de la preuve, exigez qu'ils s'y conforment, c'est ce que je vous demande. Comme vous le savez, ils tentent de prouver 3 choses contre Isaiah Chance. En tant qu'auteur principal, ou plutôt, excusez-moi, 2 choses, Isaïe est poursuivi pour meurtre avec préméditation en qualité d'auteur principal, ainsi que pour complot visant à commettre ce meurtre. Et pour cela, ils doivent prouver 3 choses. Qu'Isaïe voulait la mort de Charles Jones. Je vous ai demandé de chercher cette intention consciente, qu'il voulait la mort de Charles Jones. Pas de spéculation, pas d'inférence, l'intention consciente. Faites en sorte que l'État le prouve. Ils seront incapables de le faire après que vous ayez vu toutes les preuves. Ils doivent aussi prouver qu'il avait effectivement connaissance du plan, de ce plan précis visant à tuer Charles Jones cette nuit-là. Toujours pas d'inférence, de spéculation ou d'hypothèse sur le sens de son comportement. Je crois qu'au terme de la présentation des preuves, ils seront incapables de le faire une fois que vous aurez tout vu. Et enfin, qu'il a fait quelque chose, un acte, une démarche concrète. Monsieur Armand vous a montré la liste de ce que cela constitue dans la disposition légale relative à la complicité. Aider, assister, causer, encourager. Cependant, je crois qu'une fois que vous aurez vu toutes les preuves, tout acte qu'il a commis vous oblige à spéculer sur sa signification et que vous devez également spéculer sur la connaissance qu'il avait lorsqu'il a accompli cet acte. Observez bien ce procès. Je pense qu'après avoir vu toutes les preuves, l'accusation ne pourra prouver aucune de ces 3 choses. Et s'ils ne peuvent en prouver aucune, vous devrez déclarer M. Chance non coupable. Commençons par la connaissance. Selon la théorie de l'État, il s'agissait d'une conspiration à laquelle Isaïe participait pour tuer Charles Jones. Il s'est rendu à Tampa en sachant que ce voyage visait à tuer Charles Jones. Mais demandez-vous, y aura-t-il un témoin, une preuve, un message texte, un aveu, quelque chose qui prouve qu'Isaïe était au courant de ce plan, qu'il avait connaissance du projet de tuer Charles Jones? Je vous affirme qu'il n'y en aura pas. Ils seront incapables d'écarter, au-delà de tout doute raisonnable, la possibilité qu'Isaïe n'était tout simplement pas au courant du plan spécifique visant à tuer Charles Jones. Monsieur Harmon a par exemple montré Isaiah Chance déplaçant des sacs. Cherchez des preuves qu'Isaïe savait ce qu'il y avait dans ces sacs, et non pas l'hypothèse qu'il devait savoir, qu'il aurait pu savoir ou qu'il aurait dû savoir. Cherchez une preuve que quelqu'un savait ce qu'il y avait dans ces sacs. Attendez qu'un témoin vienne affirmer qu'il pouvait dire ce qu'il y avait dans ces sacs et qu'Isaïe savait ce qu'il y avait dans ces sacs. Je vous assure que cela n'arrivera pas lors de la présentation des preuves. Maintenant, lors de la sélection du jury, Mademoiselle Doherty a mentionné un exemple hypothétique de complicité. Je crois qu'elle impliquait Angelina Jolie. Mais dans ce scénario, nous avions une nourrice qui était la complice. Nous avions un petit ami qui a commis l'acte physique d'enlever les enfants dans cette affaire. Dans ce scénario, nous assistions à la discussion entre la nourrice, responsable principale, et l'auteur de l'acte. Donc il n'y avait aucune confusion quant à savoir si elle avait connaissance ou non de ce crime qu'ils allaient commettre. Ce ne sera pas le cas ici, je vous l'affirme. Vous n'allez pas entendre de preuve qu'Isaïe était au courant, comme dans cet exemple, comme dans l'hypothèse. Ne comblez pas les lacunes du dossier de l'État. Tenez-les à cette obligation. Obligez-les à prouver qu'Isaïe avait connaissance de son plan. Discutons d'un acte destiné à favoriser l'infraction. Encore une fois, il faut plus qu'être présent. Il faut plus qu'une simple association. Il faut plus que simplement se rendre dans une ville. Je crois que les preuves ne révéleront aucun acte, quelque chose qu'Isaïe aurait fait pour aider à ce meurtre, tout en sachant que le meurtre avait lieu.
Cela revient à l'exemple de M. Wise lors de la sélection du jury à propos de la publicité progressive, je crois, avec Jamie, où il aide des gens à s'éloigner d'un braquage de banque sans savoir qu'ils ont commis le braquage. Vous devez savoir que le crime allait se produire et commettre un acte pour favoriser ce crime. Il faut réunir tous ces éléments. Nous avons discuté de la réservation Airbnb évoquée par M. Harmon, qui a précisé que c'était à 1,3 miles de la scène du meurtre. Cependant, je crois que les preuves vous montreront que M. Jones n'a pas réservé cet hôtel qu'à peine avant leur arrivée, quelques heures auparavant, alors que l'Airbnb a été réservé plusieurs jours auparavant. Donc, ce n'était pas une situation où ils ont suivi quelqu'un jusqu'à l'endroit où ils pensaient qu'ils allaient être. Personne ne savait qu'ils allaient être à ce Home to Suites. Nous avons vu une photo d'Isaiah au téléphone, pas sur son propre téléphone, mais sur ce qu'ils pensent être le téléphone d'Alicia Andrews, en train de parler à, selon eux, Sean Gathright. Voyez si l'État sera capable de prouver le contenu de cet appel téléphonique. Je vous affirme qu'ils ne pourront pas prouver ce qui a été dit lors de cet appel. Et ils ne pourront certainement pas prouver que cet appel téléphonique avait quoi que ce soit à voir avec le meurtre. Ils veulent que vous supposiez que c'est le cas. Ils veulent que vous disiez que c'est probablement le cas, mais cela ne va pas au-delà de tout doute raisonnable. Je dirais aussi que c'est la seule fois où il a été vu avec le téléphone d'Alicia. Et cela reposera sur une déduction selon laquelle il savait quelque chose, puis sur une autre selon laquelle il faisait quelque chose. Or, on ne peut pas empiler les déductions. On vous a aussi montré qu'Isaïe n'est arrivé sur les lieux du crime, prétendument, qu'après la voiture du tireur, dont nous savons avec certitude qu'elle était déjà là. Ils étaient là en premier, et il était là. Nous savons aussi, comme l'a souligné M. Harmon, que les tireurs surveillaient, que la voiture du tireur surveillait M. Jones quitter Truth 18. Donc il savait quand il est parti. Monsieur Harmon a également montré qu'Isaïe conduisait chez Teasers. C'est la seule fois où on l'a vu conduire cette Silver Cruise. C'est aussi la seule fois qu'on l'a vu au téléphone sur le portable d'Alicia. Pourtant, Monsieur Harmon n'a cessé de répéter lors de son introduction. Voici Isaïe en train d'envoyer des messages depuis son téléphone. Voici Isaïe qui envoie des messages depuis son téléphone. Voici Isaïe qui envoie ceci depuis le téléphone. Il n'y a aucune preuve de cela. J'ai demandé une preuve qu'Isaïe ait utilisé son téléphone plusieurs fois. Nous n'avons qu'une seule occurrence filmée. Ils doivent prouver les autres usages. Vous ne pouvez pas présumer qu'à chaque fois que le téléphone d'Alicia est utilisé, c'est Isaïe qui l'utilise. Je vais le prouver et j'affirme qu'il y en aura assez. De la même manière, vous ne pouvez pas prouver, vous ne pouvez pas supposer que simplement parce que cette Silver Cruise roule, c'est Isaïe qui la conduit. J'affirme que vous n'y arriverez pas. Il n'y aura aucune preuve qu'il conduisait au Truth 18, ni dans cette vidéo de la scène du crime, ni sur l'identité du conducteur. Vous ne pouvez pas supposer qu'il conduit cette voiture alors. Ils prétendent qu'il est guetteur, mais cherchez des preuves concrètes, pas des suppositions sur son utilisation du téléphone non confirmé. Cherchez des preuves de son rôle de guetteur sur cette scène de crime pour aider à commettre le crime. Nous avons vu la voiture passer, pas s'arrêter. Nous n'avons vu aucune communication entre les deux. Cherchez une preuve de communication entre Isaïe lui-même et non un téléphone qui ne lui appartenait pas, et les tireurs présumés. Je vous assure que vous n'en trouverez pas. Encore une fois, vous devez trouver l'intention spécifique qu'il voulait que Charles Jones meure cette nuit-là lors de ce meurtre. Et je vous affirme que vous ne l'aurez pas. Les preuves ne le montreront pas. Vous ne verrez aucune déclaration. Vous n'entendrez aucun aveu. Rien ne vous fera entrer dans l'esprit d'Isaiah Chance. Rien de ce qui sera dit à la barre ne le permettra. Il ne s'agira que de suppositions et de spéculations. Ils utiliseront les données mobiles, la localisation et les réseaux sociaux, mais cela ne prouve pas l'intention. Vous avez vu les espaces. Cela demande beaucoup de spéculations sur ce que cela signifiait exactement des semaines auparavant dans ce que M. Harmon a qualifié de dispute. Je m'inscris en faux contre cela. Nous verrons ce que vous en pensez. Les preuves ne montreront pas Isaïe Chance tirant avec une arme. Nous ne montrerons pas Isaïe Chance ordonnant à quelqu'un de tirer avec une arme. L'arme présumée qu'il avait en sa possession, c'est la dernière fois qu'il a vu cette arme, et rien n'indique que cette arme spécifique ait été utilisée ou impliquée dans le meurtre, d'une quelconque manière. Je ne pense pas que les preuves de l'État vous donneront la certitude requise par la loi pour le déclarer coupable de ces accusations. L'accusation va vous raconter une histoire.
basé sur des données de portables, des localisations et des rivalités de gangs dont beaucoup datent d'avant qu'Isaïe puisse probablement conduire. Par exemple, ces 2 vidéos qui ne l'étaient pas, je crois que la première concernait Spinabins et Young and Ace, ça s'est passé il y a 5 ans. C'est de ça qu'on parle, il y a 5 ans. Quand vous entendrez toutes les preuves, je ne crois pas que vous penserez que l'État a prouvé son dossier au-delà de tout doute raisonnable. Ils vont vous montrer qu'il s'est rendu à Tampa. Ils vont vous montrer qu'il était présent cette nuit-là. Mais ensuite, ils vous demanderont de supposer que la présence signifie la culpabilité, que l'association équivaut à une conspiration et qu'être là veut dire qu'il a planifié un meurtre. Ce n'est pas une preuve, mais une spéculation, une supposition, qui ne répond pas à leur charge de la preuve. Je vous demande de ne pas combler les lacunes du dossier de l'État. Ils vont vous brosser un tableau, mais ils doivent vous en montrer l'ensemble. Nous ne pouvons pas vous demander de relier certains points du tableau. Ils ont une charge. C'est une charge importante, et je vais vous demander d'exiger qu'ils satisfassent à cette charge de la preuve. Je parle encore de cette charge, désolé, mais c'est très important car elle est très lourde pour une raison majeure. À la fin de ce procès, je reviendrai vers vous une fois que nous aurons réellement vu toutes les preuves, ce qui a été présenté, et vous pourrez les examiner. Nous mettrons le poids que vous estimez approprié dessus. Et je pense que ce sera bien en dessous de la charge qu'ils doivent atteindre pour prouver cette affaire. Et quand je le ferai, je vais en fait faire une chose. À la fin du procès, suivez la loi quand je reviendrai devant vous. Après avoir vu les preuves et entendu les témoins, je pense que le seul verdict juste s'imposera. Merci. Avocat, approchez-vous rapidement. Souhaitez-vous faire une déclaration liminaire au nom de Monsieur Gathright? Oui, monsieur. Allez-y. Sean Gathright n'est pas lié aux fusillades de Tampa. Vous avez entendu de nombreuses théories de l'État durant plusieurs heures aujourd'hui. Je veux vous rappeler, aucune preuve n'a encore été entendue. Vous avez vu M. Harmon vous montrer des vidéos en disant « Voici un tel, voici Sean Gathright, voici Dabingham Murphy. » Non, c'est vous qui allez décider qui sont ces personnes. L'État vous a présenté sa théorie, mais au cours des prochaines semaines, c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez assembler les pièces du puzzle. Et ce que M. Harmon a dit, ce que je dis, ce que Justin Petritis a dit, ce ne sont pas des preuves. Vous verrez des preuves au cours des 2 prochaines semaines, mais pour l'instant, rien n'a été montré. Je vais vous en dire plus sur cette affaire. Sean Gathright avait 18 ans lorsque tous ces événements dont vous avez entendu parler ont eu lieu. Il vivait à Jacksonville avec sa mère et sa sœur aînée. Sa mère est une ancienne membre des Marines, elle a servi assez longtemps dans les Marines, et cela aura une certaine importance dont je parlerai plus tard, et vous en entendrez davantage au fur et à mesure que l'affaire avancera. Mais elle aime tirer. Elle était une tireuse passionnée, en grande partie grâce à son temps passé dans l'armée. Monsieur Gathright est jeune, évidemment. Il a quitté l'école depuis peu. Il a 18 ans. Il a créé des entreprises de photographie et de nettoyage haute pression pour lui-même. Il travaillait autant que possible, tentant de développer ses entreprises et de trouver du travail dans ces domaines. Il faisait les travaux où et quand il le pouvait. Les vidéos montrant des objets chargés dans la voiture présentent le matériel utilisé pour ces entreprises. L'État veut vous faire croire le contraire. Cependant, vous ne verrez jamais M. Gathright comme membre d'un gang. Vous entendez parler de ça depuis 2 semaines. Vous avez entendu parler de l'acte d'accusation. Il n'est pas accusé d'appartenir à un gang. D'autres choses que vous ne verrez pas, c'est un quelconque lien entre M. Gathright et cette scène de rap.
Vous avez vu de nombreuses vidéos de rap ce matin. Toutes ces personnes qui seraient impliquées, qui ont des motifs pour vouloir s'entretuer, il n'a rien à voir avec tout ça. Vous ne voyez aucune preuve qu'il ait un lien avec aucune de ces vidéos de rap, ou vraiment avec aucune de ces personnes dont vous avez entendu parler ce matin, franchement. Vous ne verrez aucun lien entre lui et Charles Jones, ni aucune raison pour laquelle il voudrait qu'il arrive quelque chose à M. Jones. Vous avez entendu ce matin toute une histoire sur les raisons pour lesquelles des gens voulaient que Charles Jones soit tué. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que lorsque la grande majorité, voire la totalité de ces choses se sont produites, tous ces événements antérieurs, toutes ces fusillades précédentes qui auraient soi-disant conduit à la fusillade de Charles Jones, il n'était qu'un gamin. Je ne dis pas que M. Gatright avait 17 ans, mais qu'il était enfant lors de la plupart de ces événements. Où a-t-il dans ce mobile visant à tuer Charles Jones? Je m'attends à ce que vous l'entendiez. Certains détectives de Jacksonville connaissaient beaucoup de ces personnes et avaient enquêté sur elles. Ces personnes avaient déjà attiré leur attention, parce qu'ils savaient qu'il y avait de la violence entre ces différents groupes, ces gangs à Jacksonville. Et je m'attends à ce que chacun d'entre eux que vous entendrez cette semaine, je vais lui demander « Avez-vous déjà entendu parler de Sean Gatright ?» Et chacun d'entre eux va répondre non. J'ignorais qui était Sean Gatright avant d'être contacté par la police de Tampa. Ce sont des personnes qui enquêtent sur toutes les personnes prétendument impliquées. Ils n'ont aucune idée de qui est Sean Gatright. Les personnes qui étaient avec Charles Jones la nuit de la fusillade, vous avez entendu parler de plusieurs d'entre elles, plusieurs personnes qui, malheureusement, ont elles-mêmes été blessées par balle et ont survécu. Aucune d'entre elles ne sait qui est Sean Gatright. Je pense que c'est ce que vous entendrez cette semaine. Je pense qu'aucune personne de l'entourage de Charles Jones que vous entendrez peut-être ne connaît Sean Gatright. C'est une pièce qui ne s'intègre tout simplement pas dans le puzzle. Certaines choses que vous entendrez dans les prochaines semaines, je m'y attends. Le week-end où Charles Jones organisait le spectacle ici à Tampa, la sœur de M. Gatright fêtait son anniversaire à Orlando. Et vous entendrez qu'il était ami avec Isaiah Chance. Il avait rencontré Chance, je crois, par l'intermédiaire de sa sœur aînée. Ils n'étaient pas très proches, mais avaient été amis un court moment avant que cela n'arrive. Mais il n'a vraiment aucun lien avec les deux autres accusés dans cette affaire, ni, je pense, avec qui que ce soit d'autre dont vous entendrez parler dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, oui, il vient ici avec l'intention d'aller plus tard à la fête de sa sœur à Orlando et de rendre visite à sa grand-mère en chemin. Et vous allez entendre qu'il est ici pendant un moment, et oui, il est en contact avec Woodside, Isaiah Chance et Mademoiselle Andrews, je dirais. Mais vous verrez que cela n'a rien à voir avec la soi-disant fusillade. Malheureusement, les personnes avec qui il aurait été en contact auraient pu avoir d'autres liens, mais vous ne verrez aucun lien entre M. Gatright et ce qui se passe, ces fusillades en ce moment. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous ne verrez aucune raison pour laquelle il l'aurait fait. Cela ne rentre tout simplement pas dans ce puzzle. Les relevés téléphoniques, vous vous demandez sûrement, eh bien, la déclaration montrait tous ces relevés téléphoniques où ils se trouvaient littéralement. Vous allez sûrement en apprendre beaucoup sur le fonctionnement des téléphones pendant ce procès, peut-être plus que vous ne l'auriez jamais voulu. Mais vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que l'État voudrait vous le faire croire en ce qui concerne la possibilité de déterminer où se trouve quelqu'un à partir de ces relevés d'antennes téléphoniques. Ils ne sont pas si précis, et tout ce qu'ils font, c'est vraiment nous indiquer où un téléphone pourrait se trouver dans une zone approximative. Rien ne permet de localiser précisément quoi que ce soit. Et vous voyez, surtout dans une zone très peuplée comme celle-ci, j'ai laissé mon téléphone sur la table, mais l'un de nos téléphones pourrait être connecté à 3 antennes différentes à tout moment en ce moment. Donc, ces téléphones ne sont pas aussi précis qu'on a pu vous le faire croire ce matin, mais vous verrez cette preuve. Vous allez pouvoir décider par vous-même de l'importance à accorder aux preuves des antennes téléphoniques, et même pas seulement de l'importance à leur accorder, mais aussi de ce que vous pouvez vraiment en déduire. Mais cela montrera que oui, M. Gatright est à Tampa, va chez sa grand-mère dans le comté de Polk,
puis se rend à Orlando chez sa sœur. Quand il est chez sa grand-mère, et vous entendrez sûrement la grand-mère, ce comportement n'est pas inhabituel. Elle fait des allers-retours entre ici et New York. Et elle venait tout juste de rentrer en ville peu de temps avant que M. Gathright ne vienne la voir. Vous entendrez qu'il n'est pas inhabituel qu'il lui emprunte sa voiture. Elle savait qu'il travaillait dans une entreprise de nettoyage haute pression et tentait de la lancer. Donc, ça ne l'a pas du tout dérangée. Elle a parlé des sacs qu'il a déplacés et elle sait encore une fois qu'il travaille dans le nettoyage haute pression. Elle pense que c'est pour le nettoyage haute pression, mais elle est là à le regarder déplacer les sacs. Ce n'est rien qui soit fait, vous savez, en secret. Alors il la laisse, ou elle le laisse emprunter le Forerunner. Et comme vous l'avez vu, il nettoie l'Impala, ce qui, je pense, elle va vous dire, est quelque chose qu'elle attend de lui. Elle a des problèmes pulmonaires et elle veut que cette voiture soit propre. L'autre chose que je pense que vous allez entendre, c'est que les forces de l'ordre récupèrent plus tard le chiffon qu'elle a utilisé pour nettoyer cela. Donc ce n'est pas comme s'il y avait quoi que ce soit à cacher dans le fait de nettoyer. Mais quoi qu'il en soit, oui, il change de voiture, il part à Orlando, il traîne à la fête de sa sœur. Quand il est à Orlando, c'est là que vous avez vu une photo d'une bouteille de Don Julio. Je pense que vous allez voir beaucoup de photos de Don Julio parce que ce n'est rien d'inhabituel. Comme vous l'avez vu dans certaines vidéos ce matin, tout le monde semblait se tourner vers Don Julio dans cette affaire. Vous pouvez interpréter la réunion comme vous le souhaitez. L'État suggérera qu'il s'agit de matériel, mais c'est votre choix. Je propose Boba Don Julio au club. Et vous allez en voir plusieurs. Après Orlando, bien sûr, M. Getritt retourne à Jacksonville. Le contrôle routier évoqué qui aura lieu plus tard. M. Getritt est seul quand cela arrive. Il est seul d'ailleurs quand il est allé chez sa grand-mère, quand il est allé à la fête à Orlando. Il est seul lorsque le contrôle routier a lieu. De nombreux objets liés aux armes à feu sont retrouvés à l'intérieur de la voiture. Et pourtant, je vous ai dit que sa mère est une tireuse passionnée et une ancienne membre des Marines. Elle possède pas mal d'armes à feu ou quelque chose comme ça. Je vous dirais qu'à ce stade, l'État, ou plutôt les forces de l'ordre, pensent probablement avoir trouvé un véritable filon. Regardez toutes ces armes, elles doivent forcément avoir un lien avec Tampa. Mais ce n'est pas le cas. Cela inclut un pistolet de 9 mm qui se trouve à l'intérieur de la voiture. Cela ne correspond pas à la fusillade qui a eu lieu à Tampa, même s'il trouve 31 douilles de 9 mm. Donc une douille, où il y a quelques douilles qui apparemment correspondent à celles retrouvées lors de la précédente fusillade présumée contre Giulio Fulio. Et je pense encore une fois que cela aurait été quand il était mineur. Mais quoi qu'il en soit, je veux insister, parce que vous avez entendu le mot « mâche » utilisé. Les forces de l'ordre ne peuvent pas confirmer que ces douilles viennent de la voiture. Ont servi lors de la fusillade contre Giulio Fulio. Ils peuvent seulement prétendre, alors soyez attentifs à la manière dont on prétend faire correspondre les douilles. Cela pourrait vous le faire croire, mais c'est une science très subjective et elle est discutable. Mais quoi qu'il en soit, tout ce que cela dit, c'est que la même arme qui aurait été utilisée lors de cette fusillade est celle qui aurait laissé ces douilles. Pas au même moment, pas lors du même incident. Cela dit que les marques de percussion sur ces douilles étaient les mêmes. Encore une fois, cela ne précise pas quand. On ignore quand les douilles retrouvées dans la Forerunner ont été tirées, comment elles y sont arrivées, bref, rien de tout cela n'est précisé. Et encore une fois, c'est mélangé avec de nombreuses autres preuves liées aux armes à feu qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Aucun lien avec cette affaire. Autre chose à ce sujet d'ailleurs, et cela va probablement sans dire, mais cette fusillade antérieure contre M. Jones à Jacksonville, Jacksonville ne l'a pas simplement ignorée. Vous allez entendre qu'ils enquêtaient là-dessus. Ils essayaient de susciter des soupçons. Ils essayaient évidemment de résoudre ce crime qui s'est produit à Jacksonville. Et encore une fois, tous ces détectives qui travaillaient sur cette affaire n'avaient jamais entendu parler de Sean Guthrie. Aucune idée de qui il est. Ils n'ont fait aucun lien entre lui et cette fusillade antérieure contre Charles Jones.
Permettez-moi d'avancer jusqu'à une perquisition menée plus tard au domicile de M. Gathrit, chez sa mère, où il vivait aussi. Et il y a de nombreux types de munitions et d'armes à feu trouvés lors de cette perquisition. Encore une fois, il s'agit d'une perquisition au domicile de sa mère, dans le coffre-fort de la mère. Et vous entendrez peut-être plus d'informations à propos de ce coffre-fort, de qui y avait accès et d'autres détails de ce genre. Il suffit de dire que 2 fusils ont été trouvés. Je pense encore que les forces de l'ordre ont dû se dire « on a trouvé les pièces du puzzle ». Mais le problème, encore une fois, c'est que rien ne relie ces fusils à la fusillade qui a eu lieu à Tampa. L'un des fusils est ce qu'on appelle un 300 Blackout. C'est comme un calibre 30 et il y a beaucoup de fusils. Ceux d'entre vous qui connaissent savent que beaucoup de fusils tirent une balle de pointe 30, mais un 300 Blackout en est un. Il n'y a pas de balle de calibre 300 ou de calibre 30, je devrais dire, sur la scène. Aucun projectile retrouvé ne correspond à ce 300 Blackout. En fait, chaque projectile qui a été comparé à celui-ci a en réalité été éliminé comme ayant été tiré par ce 300. L'autre arme est retrouvée, le 5.56, qui est aussi du calibre 2.23 et qui peut tirer les 2 types de cartouches. Plusieurs projectiles provenant de la scène ont été exclus comme provenant de cette arme. Et il y en a certains que l'expert ne peut pas forcément éliminer, mais qu'il ne peut pas non plus associer à cette arme. Donc, au mieux, l'une d'elles ne peut pas être éliminée comme ayant tiré les projectiles, mais aucun projectile n'est associé à l'une ou l'autre de ces armes. Et comme je m'attends à ce que vous l'entendiez probablement, tout comme le calibre 300, le calibre 30, le calibre 223 ou 5,56, c'est aussi un calibre de projectile très courant qu'on tire avec ce type d'arme. Probablement même plus que le calibre 30, donc le fait que les projectiles soient dans cette catégorie ne restreint vraiment rien. Donc, ce qui a de la pertinence, c'est qu'il y aurait prétendument 2 douilles, encore une fois des douilles de 9 mm, qui encore une fois ne correspondent pas à la fusillade qui a eu lieu à Tampa. Elles correspondent aux mêmes traces de percuteurs et d'amorces que les douilles trouvées à Tampa. Vous verrez dans les vidéos, aucun des tireurs ne revient ramasser les douilles. Et d'ailleurs, un seul des tireurs utilise un 9 mm parce que l'arme de poing non identifiée est le 9 mm. Ce pistolet n'a jamais été retrouvé, ni lors des perquisitions de la voiture ou du domicile de M. Gathright. Aucun 9 mm correspondant à la scène n'a été trouvé. Mais vous verrez qu'aucun des tireurs, et certainement pas celui qui a tiré avec le 9 mm, ne revient ramasser les douilles qui auraient été éjectées par l'arme. Cette correspondance présumée indique simplement qu'il s'agirait de la même arme, monsieur le juge. Je souhaite m'opposer à cet argumentaire dès maintenant. D'accord, je vais rejeter l'objection. Et rappelez-vous, encore une fois, mesdames et messieurs, il s'agit des déclarations liminaires. C'est ce que les avocats pensent que les preuves vont démontrer. D'accord? Je crois que les preuves vont vous montrer que tout ce que cela signifie, c'est que les mêmes traces de percuteurs et d'amorces se retrouvent sur les douilles, celles des 2 douilles trouvées dans la maison et celles retrouvées sur les lieux. Et c'est tout ce que cela peut prouver. Monsieur le juge, il s'agit d'une mauvaise interprétation des preuves et l'avocat en est conscient. C'est une fausse déclaration. D'accord, écoutez, encore une fois, je vais simplement rappeler à tout le monde que ce que disent les avocats n'est pas une preuve et vous ne devez pas le considérer comme tel. Ils vous disent simplement ce qu'ils pensent que les preuves vont démontrer. C'est au fur et à mesure que les preuves seront présentées que vous déterminerez ce qu'elles sont réellement. Très bien, merci Monsieur Wise. Vous pouvez continuer. Et finalement, encore une fois, cela revient à la valeur des preuves dont nous avons parlé hier et dont nous avons entendu parler aujourd'hui. C'est vous qui allez décider de l'importance à accorder à cela. Peut-être que M. Harmon pense que les preuves montreront autre chose que ce que je crois, mais c'est à vous de décider. Votre honneur, il est inexact de présenter cela comme la position de l'État. D'accord, et je vais accepter cette objection. D'accord. Au final, mesdames et messieurs, c'est à vous de juger l'importance des preuves. Vous verrez les preuves dans les semaines à venir. Jusqu'ici, vous n'en avez vu aucune, seulement entendu nos discours. Je comprends que cela puisse vous lasser, mais c'est à vous d'en juger l'importance. Et je vous demande, et cela m'amène à ce que j'allais dire ensuite. Faites très attention aux preuves que vous allez entendre au cours des prochaines semaines, parce qu'il y a bien plus que ce que vous venez de voir ce matin. Évitez les conclusions hâtives et considérez la situation globale. Je vais vous donner quelques petits exemples.
Vous avez vu ces messages ce matin provenant du téléphone de M. Gatterait au sujet de quelqu'un surnommé Fat Boy. Vous entendrez que personne parmi ceux qui étaient avec Charles Jones cette nuit-là ne sait qui est Fat Boy, ni qu'il y ait eu là quelqu'un de ce nom. Il y a un peu plus que cela. Soyez attentifs aux preuves et détails. Ne concluez pas trop vite. Vous avez entendu cela. Vous avez vu ces extraits de X Spaces où différentes personnes parlent. Je ne sais pas si tout le monde a vu ça, mais il se peut que vous ne connaissiez pas ce qu'était X Spaces. Cet endroit permet à de nombreuses personnes de discuter en ligne. Et il y a une allégation selon laquelle, apparemment, M. Chance dit quelque chose à Fulio à propos de qui est Charles Jones, à propos de comment va ton pied. Eh bien, ensuite, il y a une tentative de relier cela à M. Gathright parce que l'un des Murphy lui envoie apparemment un message « Hey, dis à ton pote de se calmer. Nous avons des choses plus importantes à gérer que ce genre de situation. » Eh bien, encore une fois, regardez l'ensemble de la situation. C'est en réponse à Chance qui parle à Charles Jones, et la personne qui le dit veut dire que nous avons des choses plus importantes à gérer, pas Charles Jones, nous avons des préoccupations plus importantes. Donc, ce ne sont que quelques exemples, mais je veux souligner qu'il faut vous rappeler que vous n'avez pas encore vu de preuves, vous en verrez beaucoup. Faites bien attention. Je suis convaincu qu'après l'avoir fait, vous verrez que Sean Gatwright n'est pas coupable de ces accusations. Ce sont justement des avocats très expérimentés. Très bien, parfait. Monsieur Gonzalez, au nom de Rashad Murphy, vous pouvez commencer. Merci Ron, avec la permission du tribunal. Oui. Maître. Bonjour mesdames et messieurs. Vous vous souvenez peut-être que je m'appelle Brian Gonzalez et je représente Rashad Murphy, qui est assis à côté de Danny Ernie, mon co-conseil dans cette affaire. Et à côté de Monsieur Murphy se trouve Billy Lane, notre enquêteur qui nous assistera pendant le procès. Rashad Murphy a été accusé de meurtre avec préméditation au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre avec préméditation au premier degré et de 3 chefs de tentative de meurtre au premier degré. Comme M. Harmon vous l'a indiqué, ces 4 hommes qui sont assis à cette table juste là sont accusés en tant qu'individus d'avoir suivi, traqué, si vous voulez, localisé M. Jones à l'hôtel, ouvert le feu, touchant à plusieurs reprises la Dodge Charger dans laquelle il était passager. Cela a entraîné sa mort. De plus, 3 autres personnes, Kabila Bentley, Xavier Edwards et Geno Norris, ont été blessées dans cette même rafale de coups de feu. Ce sont des personnes qui étaient venues avec M. Jones depuis Jacksonville pour faire la fête ce week-end-là. Rashad Murphy a affirmé, mesdames et messieurs, depuis le premier jour, qu'il n'est pas coupable des accusations portées contre lui, dont il a été accusé d'être l'auteur. Et cela ne peut certainement pas vous surprendre, car nous en sommes là. Ce que M. Harmon vous a indiqué dans sa présentation à propos de ce qui s'est passé à l'hôtel et des déplacements de l'entourage avec M. Jones d'un endroit à un autre s'est effectivement produit. Ce point n'est pas contesté. Ce qui s'est passé. La question, à mesure que vous écoutez et que vous recevez les preuves au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines, nous verrons comment cela évolue. Et Rashad Murphy a-t-il participé à cette attaque et s'est-il entendu avec quelqu'un pour le faire ? Quelle preuve et non quelle spéculation vous le prouve ? Parce que, comme je l'ai dit, comme je le dirai et comme je continuerai à le dire,
Ces hommes sont des individus et vous devez traiter les preuves comme telles. Je soutiens cela et je prévois qu'il y aura un manque total de preuves qui sera présenté par l'État dans cette affaire. Pour tenter de vous convaincre que M. Murphy en particulier est responsable d'un meurtre au premier degré et a conspiré avec quelqu'un pour commettre un meurtre au premier degré. Je vous demanderai de prêter une attention très particulière à ce que l'État dans cette affaire ne peut pas vous montrer dans sa tentative de prouver, ou excusez-moi, d'établir les éléments de chacune des infractions. Et chacune de ces infractions comporte des éléments différents que vous comprenez devoir être prouvés. Principalement la présence de Rashad Murphy à Tampa au moment du meurtre. Je vous demanderai de déterminer quelles preuves l'État vous fournit et qui témoignera que Rashad Murphy a conclu un accord avec quelqu'un. Rashad Murphy était à Tampa à 4h40 du matin le 23 tôt dans la matinée du 23 juin. Et comment il a tenté, Rashad Murphy a tenté d'aider une autre personne à commettre effectivement un meurtre au premier degré. L'accusation, je crois qu'elle est fondée sur des preuves circonstancielles. Je ne pense pas que vous entendrez que Rashad Murphy a fait une déclaration qui l'implique dans un meurtre. Je ne pense pas qu'il y aura un témoignage d'un témoin oculaire qui identifiera Rashad Murphy comme le tireur dans cette affaire ou comme une personne à Tampa. À 1h, 2h, 3h, 4h du matin jusqu'à 4h40 l'heure de la fusillade et du meurtre dans cette affaire. Souvenez-vous des choses qui vous amènent à croire que d'autres choses sont dangereuses. Pour déclarer quelqu'un coupable d'un crime sur la base de preuves circonstancielles, vous devez conclure que la preuve indirecte établit un ou plusieurs faits à partir desquels vous pouvez déduire un autre fait. Ne vous laissez pas convaincre de vous appuyer uniquement sur des déductions pour établir les éléments exigés par la loi afin que l'État satisfasse à sa charge de la preuve, sans relier soigneusement les éléments entre eux. Ce qui, sans équivoque, deviendra un point à la fin de la phrase. Tenez-en compte au fur et à mesure. L'utilisation par l'État de preuves et de déclarations qui vous disent « ils ont fait ceci » ou « ils ont fait cela » pendant le reste du procès au cours des 2 prochaines semaines. Rappelez-vous encore une fois que chaque accusé, Rashad Murphy, Davion Murphy, Isaiah Chance, Sean Gathright, ils sont tous accusés des crimes les plus graves que nous ayons. Et pendant que vous écoutez les preuves, gardez à l'esprit que ces accusés sont assis ici, encore une fois, à la même table pendant toute la durée de ce procès. Mais les preuves contre eux doivent être examinées en les rattachant à la bonne personne. Ce dont l'un peut être coupable, les autres ne le sont peut-être pas. Vous nous avez promis que vous prendriez en compte ces preuves pour chacun d'eux séparément. Je crois que les preuves vont montrer qu'il y avait plusieurs groupes, bandes, des groupes que l'État qualifiera de gangs criminels qui sont rivaux. À plusieurs niveaux, et l'un de ces niveaux est la musique rap, la scène musicale du rap. Vous avez eu l'occasion de voir et d'entendre 2 de ces clips de rap ce matin. Je m'attends à ce qu'il y en ait d'autres.
et ils sont censés raconter une histoire d'animosité, une moquerie mutuelle si vous voulez, un manque de respect reconnu qui va très loin. Ce que ces clips de rap ne vous diront pas, mesdames et messieurs, je prévois que les preuves montreront, c'est qu'il n'y a aucune indication que Rashad Murphy ait participé à un plan pour tuer Charles Jones ou qu'il l'ait réellement fait. En écoutant les preuves de cette affaire, quelle est l'association de ces clips de rap interprétés par Spina Benz, Young and Ace, Wapa with the Choppa, Fast Money Goon, Julio Fulio, des clips de rap intitulés Who I Smoke, Fulio Dead, Game Over, ainsi que d'autres, je m'attends à ce que vous en entendiez parler. Et quel rapport ils ont avec Rashad Murphy, s'il y en a un? Ces mêmes vidéos qui sont faites pour manquer de respect et attirer des abonnés sur les réseaux sociaux. Qui accentuent ce manque de respect, qui offrent un récit sur les réseaux sociaux de sa mort. Après coup, à un moment où cette mort est déjà de notoriété publique sur les réseaux sociaux, ainsi que dans les médias d'information et la presse écrite. Je prévois que les preuves indiqueront, en ce qui concerne Rashad Murphy, rien. Les fréquentations ne sont pas des crimes. Je m'attends également à ce que vous entendiez de nombreux membres de l'entourage de Charles Jones, Julio Fulio, qui ont voyagé avec lui depuis Jacksonville pour ce week-end. Chacun d'eux vous racontera à sa manière, selon ses propres souvenirs, la nuit du 22 juin qui s'est prolongée jusque dans les premières heures du 23 juin. Vous entendrez parler des arrêts qu'ils ont faits et je m'attends à ce qu'ils vous donnent relativement peu d'informations sur la fusillade qui a eu lieu. Une chose à laquelle je m'attends, c'est qu'ils ne pourront rien vous dire de concret concernant l'identité de la personne qui a commis ce crime. Leur témoignage, je pense, ne vous rapprochera pas de preuves crédibles concernant les auteurs. Et je m'attends à ce qu'aucun d'entre eux ne vous dise qu'il fait lui-même partie d'un gang criminel, ni que Julio Fulio soit autre chose qu'un rappeur à succès. L'une des personnes dont j'attends que vous entendiez le témoignage est Robert Howard, également connu dans la rue sous le nom de Kenny Caps. Monsieur Howard, je crois que les preuves montreront, est un ami proche de Charles Jones qui a voyagé avec lui à Tampa. Vous remarquerez qu'il figure sur certaines des publicités que Monsieur Jones, Julio Fulio, diffuse pour ses spectacles et pour son week-end auquel il souhaite attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Pour ses propres objectifs particuliers. Je prévois que vous entendrez qu'après plus d'un an après le meurtre de Charles Jones, Julio Fulio, et après, il a fait une déclaration aux forces de l'ordre après cette fusillade à Tampa, leur suggérant qu'il ne savait presque rien des événements ayant précédé et entouré la fusillade. Et voilà qu'il a besoin d'aide pour lui-même et se précipite pour le suggérer. Il a eu de multiples communications avec Rashad Murphy à la fois avant et après le meurtre.
qui sont pertinentes en fonction du poids, si vous en accordez un que vous choisissez. À accorder à Robert Howard dans les circonstances. Encore une fois, votre responsabilité envers M. Howard, comme envers chaque témoin qui prend la parole dans cette affaire particulière, est de juger cette crédibilité, de la peser et de décider si elle mérite une petite part, une part importante ou une croyance totale ou aucune croyance du tout si c'est ce que vous choisissez après l'avoir entendu et analysé. Je crois que vous recevrez également l'instruction de juger la crédibilité de ces témoins, y compris ceux qui pourraient chercher à tirer profit de ce témoignage. Je vous suggérerais simplement, mesdames et messieurs, de garder l'esprit ouvert pendant le déroulement de ce procès, en pesant ces éléments de preuve présentés à la barre, en classant les incohérences qui apparaîtront au cours des témoignages, incohérences qui, je le crois, deviendront très évidentes, ainsi que d'autres types de preuves également. Des preuves sous forme de photos, de vidéos, d'articles qui ont été recueillis. Toutes ces choses sont importantes à leur manière. Mais vous leur accordez le poids qu'elles méritent. Et vous les classez selon la façon dont elles influencent ce qui est nécessaire pour déclarer Rashad Murphy coupable d'un seul, de l'un quelconque ou de l'ensemble de ses crimes. Ce n'est pas le poids que vous lui donneriez ou l'absence de poids par rapport à l'un des autres accusés qui se trouve devant vous à cette table, accusé de ces crimes. Je voudrais vous parler rapidement de quelques points évoqués lors de la sélection du jury. Bien sûr, le premier et l'un des principes fondamentaux est la présomption d'innocence. Vous savez que tous ces accusés, et dans mon cas particulier, Rashad Murphy, bénéficient de cette présomption d'innocence tout au long de ce procès jusqu'à preuve du contraire. Il n'a pas à vous montrer quoi que ce soit. Je pense que la charge de la preuve, la chose la plus importante pour déclarer quelqu'un coupable d'un crime, la charge de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, repose entièrement sur l'État de Floride. Et vous avez tous reconnu, en étant assis ici aujourd'hui, que vous respectez cette partie de la loi et que vous vous y conformerez. Si M. Murphy choisit de ne pas se présenter comme témoin dans cette affaire, vous nous avez indiqué sans équivoque que vous ne lui en tiendriez pas rigueur et que vous ne vous demanderiez pas pourquoi. Et d'un autre côté, s'il choisissait d'être témoin, vous lui accorderiez la même crédibilité et jugeriez son témoignage comme celui de tout autre témoin. Un simple témoin est tout aussi important, un témoin qui est un agent des forces de l'ordre. Je crois que l'un des principaux moyens par lesquels l'État essaiera de vous convaincre que Rashad Murphy a participé au meurtre de Charles Jones, Giulio Fulio, et pourquoi il l'aurait fait, sera par le témoignage de plusieurs détectives spécialisés dans les gangs de Jacksonville. Je crois qu'il y en aura au moins 3. Je crois que les preuves le démontreront. Leur témoignage, selon le poids que vous choisirez de lui accorder, repose principalement sur des opinions, des spéculations, des oui-dire provenant de sources non identifiées. Et le fait qu'il y ait eu plusieurs fusillades et meurtres au fil des années, dont beaucoup restent non résolus, pour lesquels il n'y a eu aucune arrestation ni aucune poursuite jusqu'à ce jour.
Dans le meilleur des cas, je prévois que les preuves vous obligeront à spéculer sur ce que Rashad Murphy pensait. Ce que Rashad Murphy aurait pu planifier et à quoi Rashad Murphy aurait pu participer. Tout cela sous prétexte de déterminer si ce meurtre a été commis dans le cadre d'une quelconque activité de gang. L'État vous a indiqué dans sa déclaration liminaire de nombreuses choses que, selon lui, les preuves vont démontrer. Mais encore une fois, en regardant cette présentation, vous devez commencer à compartimenter ce que vous voyez et comment cela s'inscrit dans une seule catégorie. Assurez-vous que cela ait du sens pour vous, mesdames et messieurs. Obligez l'État à vous fournir cette preuve au-delà de tout doute raisonnable que Rashad Murphy se trouvait dans la ville de Tampa à 4h40 du matin, le 23 juin 2024. Obligez-les à vous montrer que Rashad Murphy était l'un des 3 tireurs. Parce que c'est ce qu'ils allèguent durant ces premières heures du matin. Pas par conjecture, pas par spéculation, pas par opinion, mais par des faits et des preuves fiables. Je suis convaincu qu'après avoir entendu les preuves, après en avoir déterminé la valeur, en ce qui concerne les accusés dans cette affaire, et en particulier Rashad Murphy, vous constaterez cela. Il n'y a pas suffisamment de preuves qu'il ait conspiré avec un quelconque accusé dans cette affaire pour commettre un meurtre prémédité, ni qu'il l'ait commis lui-même. Il en va de même pour les 3 chefs d'accusation de tentative de meurtre au 1er degré. Je crois que les preuves vous montreront également qu'il n'est pas pénalement responsable d'aucun de ces actes commis par d'autres. Cherchez Rashad Murphy à chaque instant. Examinez minutieusement les preuves pour le trouver, pour le voir au fur et à mesure que vous les recevrez pendant ce procès. Après avoir examiné toutes ces preuves, je crois que vous allez rendre un verdict de non-culpabilité. Parce que la liberté de Rashad Murphy ne devrait pas être en jeu et il ne devrait pas être condamné pour les actes d'autrui dont il ne peut être légalement tenu responsable. Merci. Très bien, parfait. Monsieur Sinardi, au nom de Davion Murphy. Merci. Oui, mesdames et messieurs du jury, bonjour maître. Bonjour. Comme vous vous en souvenez tous, je m'appelle Nick Sinardi et je représente Davion Murphy, qui est assis à la table des avocats avec moi, en compagnie de Deborah Toomey, qui est également avocate représentant Monsieur Murphy, et Scotty Sinardi, que nous avons identifié comme étant de ma famille mais pas mon fils, et Katie Rain, qui est notre enquêtrice. Et au nom de nous tous, je tiens à vous exprimer notre gratitude pour votre service. Je sais que cela a été une tâche difficile. On vous demande de venir, de vous asseoir, de sortir, de revenir, et tout le monde vous interroge. Et au nom de nous 5, je tiens à vous adresser nos remerciements. Le tribunal l'a répété plusieurs fois, mais je pense que c'est important. Je sais que M. Harmon, représentant de l'État, était présent. Je ne l'ai pas chronométré, mais je dirais 3 heures pendant lesquelles il vous a exposé ce qu'il considérait comme le plan général de l'affaire qui a permis à l'État de Floride d'inculper ses prévenus des crimes qui leur sont reprochés. Encore une fois, ce que dit l'État ou ce que je dis n'est pas une preuve. Donc simplement parce qu'il a parlé aussi longtemps ici, cela ne signifie absolument rien en termes de preuves. Et je vous demanderai de garder à l'esprit que, comme nous l'avons indiqué, il y a évidemment un Rashad Murphy et un Davion Murphy. Et je vous demande à tous de bien faire attention à garder ces noms séparés tout au long de cette procédure.
Le tribunal vous donnera des instructions à la fin de l'ensemble des éléments de preuve et vous devrez prendre une décision en fonction des faits individuels ou de leur absence pour chacun d'eux. Et je m'inquiète pour Davion que le nom Murphy soit peut-être mentionné et qu'il puisse y avoir une certaine confusion quant à savoir de quel Murphy il s'agit. Alors, gardez bien cela à l'esprit, s'il vous plaît. Alors, quels sont les faits de cette affaire que l'État a exposée pendant 3 heures? Et c'est-à-dire, nous conviendrons que le 23 juin 2024, Charles Jones, connu sous le nom de Giulio Fulio, a effectivement été abattu et tué à l'hôtel Home de Suite à Tampa, dans le comté de Hillsborough, en Floride. À la suite de cet homicide, 5 personnes ont été initialement inculpées: Isaiah Chan, Sean Gathright, Rashad Murphy, Alicia Andrews et Davion Murphy. C'est pour cela que nous sommes ici. Et quel était le mobile de cet homicide? L'État affirme qu'il s'agissait d'une guerre de gangs, et il se peut très bien que ce soit le cas. Ils ont évoqué plusieurs personnes au fil des années, remontant, je crois, jusqu'en 2018, et je ne vais pas toutes les citer, mais je crois qu'ils ont parlé de Spaz, Bibi, Jake Jeed, Lou Hobby, Tilly et M. Jones, lui-même qui a été atteint par balle, que tout cela constituait le contexte de la guerre de gangs en cours. Pour que ce soit parfaitement clair, M. Davion Murphy n'est en aucun cas un suspect, un accusé, ni impliqué de quelque manière que ce soit dans aucun de ces homicides, ni dans la tentative d'homicide contre M. Charles Jones. Cela n'a rien à voir avec Davion Murphy. Cela concerne les prétendues guerres de gangs entre certains gangs. Alors rassurez-vous simplement que cela soit bien clair. De plus, l'État, dans son introduction, a parlé des vidéos de rap drill. Encore une fois, ils allèguent que cela fait partie du mobile du décès de Charles Jones, que ces vidéos de drill rap se manquaient de respect ou étaient irrespectueuses les unes envers les autres. Et c'est ce qui aurait causé une partie des guerres qui apparemment remonterait à 2018. Nous parlons de Spin Events et de Youngstown Ace, qui font partie de ces artistes de drill rap, et certains d'entre eux, mais encore une fois, pour être clair, cela fait partie du mobile. Et dans aucune de ces vidéos de drill, il n'est fait mention ni de Davion Murphy, ni d'un participant, ni d'un nom, ni de quoi que ce soit. Cela n'a rien à voir avec Davion Murphy? Et je crois que nous allons l'apprendre grâce aux détectives du bureau du shérif de Jacksonville qui font partie de leur unité de lutte contre les gangs, 2 ou 3 d'entre eux. Chacun d'eux est affecté à un gang différent. Je pense que nous allons découvrir qu'aucun d'entre eux n'avait entendu parler de Davion Murphy ou ne savait quoi que ce soit à son sujet avant l'homicide de Charles Jones. Nous devrons écouter le témoignage des détectives. Je vous affirme qu'ils n'avaient aucune connaissance d'une quelconque implication de Davion Murphy dans des gangs de la région de Jacksonville jusqu'au moment de la mort de Charles Jones. Alors, quelles sont les preuves de l'État? Quelles sont les preuves ou l'absence de preuves de l'État concernant Davion Murphy? Ils vous ont montré une partie d'une vidéo provenant d'une Tesla. C'est la vidéo provenant du véhicule Tesla. Eh bien, ils affirment que 3 individus sont les tireurs, dont l'un serait Davion Murphy. Mais dans cette vidéo, on ne peut l'identifier personne. Les vidéos montrent effectivement quelqu'un en train de tirer, mais nous ne pouvons pas identifier qui sont les tireurs. Alors, sur quelle preuve l'État compte pour vous convaincre, au-delà de tout doute raisonnable, que Davion Murphy est d'une manière ou d'une autre impliqué dans la mort de Charles Jones? Il y a les preuves provenant de l'Airbnb. Quelles preuves proviennent de l'Airbnb? L'État en parle. La seule fois où vous voyez Davion Murphy à l'Airbnb, c'est quand il part. C'était techniquement encore le 23, mais plus tard dans la matinée du 23, cet après-midi-là, ce jour-là, le 23,
Il n'y a aucune vidéo de la personne qu'ils accusent, Rashad Murphy, comme participant à cet homicide, et il n'y a aucune vidéo de Rashad Murphy à l'Airbnb. Donc la seule fois où l'on voit Davion Murphy, c'est en train de quitter l'Airbnb. Et plutôt dans la soirée avant l'homicide proprement dit, on le voit au drive du McDonald's. La vidéo que l'État vous a montrée à ce sujet. Rappelez-vous que le véhicule dans lequel il se trouve n'est pas l'Impala noir, mais la Cruze argentée. L'État mentionne et passe en revue une longue litanie de lecteurs de plaques d'immatriculation, etc., qu'ils prétendent être des preuves pour essayer de vous convaincre que Davion Murphy est d'une certaine manière impliqué dans l'homicide de Charles Jones. Les lecteurs de plaques d'immatriculation, premièrement, évidemment, vous ne pouvez pas dire qui est dans les véhicules, premièrement. Monsieur Davion Murphy n'est pas le propriétaire d'aucun de ces véhicules. La Cruze argentée. Et nous ne pouvons pas dire, comme je l'ai indiqué, qui sont les occupants réels de ce véhicule. Ce n'est qu'une spéculation de l'État. Il s'agirait en fait de Davion Murphy. Maintenant, je crois que les détectives vont témoigner que bien qu'il y ait eu une caméra Ring à l'Airbnb, il n'y avait pas de caméra à l'arrière de l'Airbnb. Nous ne savons pas exactement qui était présent dans l'Airbnb. Nous savons que Rashad Murphy n'était apparemment pas dans l'Airbnb car il n'y a aucune photo de lui entrant ou sortant de l'Airbnb. Et qu'en est-il de l'État qui a évoqué les vidéos de sécurité provenant du Teasers Club ? Il n'y a aucune vidéo de sécurité de Davion Murphy au Teasers ou au Truth 18, ces vidéos de sécurité où vous voyez certains d'entre eux arriver et qu'ils vous ont montré Charles Jones. Il n'y a aucune vidéo montrant que Davion Murphy se trouve ni au Teasers ni au Truth 18. L'État, je crois, indique que les occupants de l'Impala noir, les 3 individus au Home 2 Suite, sortent de l'Impala noir. Et ce sont les individus que l'État allègue être les tireurs. Cependant, évidemment, dans aucune des vidéos, Kent, tu ne peux identifier aucun des tireurs qui sortent de l'Impala noir. Encore une fois, ils avaient les lecteurs de plaques d'immatriculation qui prétendent que Davion Murphy quittait encore une fois le Airbnb, encore une fois, au volant de la Chevy Cruze argentée, pas de l'Impala noir. À aucun moment nous ne voyons de vidéo ou quoi que ce soit qui place Davion Murphy dans l'Impala noir que l'État prétend avoir transporté les 3 suspects vers le Home 2 Suite. L'État a également présenté beaucoup de preuves qui ont été récupérées au domicile de Sean Gathright, toutes les armes, les munitions, etc., etc., etc. Rien de tout cela n'est en aucune façon lié à Davion. Murphy, d'accord, il n'y a aucune preuve parmi les objets récupérés au domicile de Sean Gathright qui soit lié à Davion Murphy ou qui ont effectivement été récupérés du SUV doré que Sean Gathright conduisait. Rien de tout cela, toutes ces armes, munitions, tout ça, rien de tout cela n'est lié de quelque manière que ce soit à Davion Murphy. D'accord? Qu'en est-il des relevés de téléphone portable? Je crois que l'État en a parlé. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est l'État.
Et dans leur introduction, ils vous ont montré l'historique, pas l'historique, mais les relevés de téléphone portable, de comment le téléphone a borné sur les antennes relais, etc. Toutes ces antennes. L'État ne peut vous montrer aucun relevé de téléphone portable qui prouve que Davion Murphy s'est jamais trouvé au Home 2 Suite. Home 2 Suite. D'accord, il peut y avoir des preuves concernant les autres co-accusés ou des co-accusés qui auraient pu être présents, mais les relevés téléphoniques montreront que Davion Murphy n'était pas au Home 2 Suite. Home 2 Suite au moment de l'homicide de Charles Jones. Okay. Alors, résumons. Quelles sont les preuves que l'État allègue ou présente sous la forme d'une déclaration d'ouverture qui soutiennent toute accusation de meurtre au premier degré, 3 chefs de tentative de meurtre et un complot en vue de commettre un meurtre au premier degré? Eh bien, nous avons la vidéo au McDonald's, donc il est allé au McDonald's. Nous ne contestons pas cela. Et il conduisait une Chevrolet Cruze argentée, pas une noire Impala. Quelles autres preuves l'État avance-t-il? Les relevés téléphoniques. Je ne me préoccupe pas des autres co-accusés. Je ne me préoccupe que de Davion Murphy et de son téléphone, même si, comme l'État vous l'a montré, il va bien de Jacksonville à Tampa, puis de Tampa à Jacksonville. Il n'était pas à l'hôtel Home 2 Suite au moment de l'homicide de Charles Jones. Qu'en est-il des lecteurs de plaques d'immatriculation dont l'État a parlé? Ils montrent toujours la même chose. Et on ne sait pas qui est dans cette Chevrolet Cruze argentée. On suppose que c'est Davion Murphy. Mais tout ce que cela montre, c'est qu'un véhicule avec ce numéro d'immatriculation revenait. Est allé de Jacksonville à Tampa et le lendemain est revenu de Tampa à Jacksonville. Et qu'en est-il des vidéos elles-mêmes? Des Home 2 Suites? On ne peut pas dire qui est qui dans ces vidéos, d'accord? Je veux dire, on voit des gens tirer, etc. Mais il est évidemment impossible d'identifier qui que ce soit dans ces vidéos. Je crois que l'État vous a montré un court extrait de Monsieur Davion Smith, lorsqu'il était interrogé à la prison de Jacksonville, où il mime, fait semblant de tirer avec une arme, mais nous apprendrons lorsque ce témoin témoignera que Monsieur Davion Murphy était ivre et qu'il bougeait au rythme de la musique qui était diffusée dans la salle d'interrogatoire au moment où cela s'est produit. Et encore une fois, je vais réitérer qu'à aucun moment, aucun des détectives du bureau du shérif de Jacksonville, ni les détectives spécialisés dans les gangs, n'avaient connaissance de Davion Murphy. Et je continue de dire Davion parce que je veux m'assurer que vous vous souveniez tous de Davion par rapport à Rashad, que Davion Murphy avait qu'aucun de ces détectives spécialisés dans les gangs n'avait connaissance de Davion Murphy avant l'homicide de Charles Jones. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que, sur la base de preuves circonstancielles très faibles, je vous le soumets, l'État de Floride a inculpé Davion Smith, Davion Murphy, d'un chef de meurtre au premier degré de Charles Jones, de 3 chefs de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Je vous affirme qu'il n'existe aucune preuve matérielle reliant Davion Murphy à la mort de Charles Jones. Il n'y a aucune trace d'ADN sur tous les projectiles qui ont été retrouvés là-bas, ceux qui ont été trouvés chez Gatright. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune empreinte digitale. Il n'y a absolument aucune preuve matérielle reliant Davion Murphy à la mort de Charles Jones. Le téléphone de Davion Murphy l'innocente parce que son téléphone n'est pas aux Home 2 Suite au moment de l'homicide. Il n'y a aucune preuve directe ni aucun témoignage direct qui relie Davion Murphy à la mort de Charles Jones. Le fait qu'il ait été présent au McDonald's et qu'il ait pu être présent à l'Airbnb est insuffisant pour faire de lui un auteur principal.
La simple présence ne suffit pas. Et encore, chacun d'entre vous devra examiner les preuves en fonction de chaque accusé individuellement. D'accord ? Et nous avons tous convenu auparavant que Davion Murphy n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Davion Murphy peut décider s'il souhaite témoigner ou non. Et le juge vous indiquera que vous ne devez en aucun cas retenir contre M. Murphy le fait qu'il choisisse de ne pas témoigner. C'est à l'État de porter la charge de la preuve, pas à M. Murphy. De vous convaincre au-delà de tout doute raisonnable qu'il est d'une manière ou d'une autre impliqué dans l'homicide ou la mort de Charles Jones. Je soutiens qu'au terme de l'examen des preuves, qu'elles soient insuffisantes ou contradictoires, vous rendrez un verdict de non-culpabilité en ce qui concerne Davion Murphy. Merci. D'accord, très bien. Très bien. Déclaration.